أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien tous et toutes. C'est aujourd'hui un exercice un peu inhabituel pour moi, donc soyez indulgents. Mais c'est un sujet très important, enfin en tout cas pour moi, et plus largement pour la communauté musulmane et ce qu'elle subit actuellement. Et donc on va dire, vous savez, quand vous êtes au milieu de la tempête, qu'elle soit judiciaire, administrative ou autre, on va dire vous essayez d'être plutôt silencieux, discret, ce qui est peut-être même un reproche, car en réalité on devrait faire parler de ce genre de choses dès qu'elles arrivent. Mais bref, je voulais à travers cet audio en fait participer à laisser une sorte de trace, euh, puisque voilà, une chose dont on ne parle pas n'existe pas, même si depuis quelques temps, alhamdoulilah, beaucoup de nos frères et sœurs témoignent des actions qu'ils subissent de la part de l'État français. Et donc voilà, je vais essayer d'être concis, de vous décrire exactement, de donner des informations aussi pour peut-être certains parmi vous qui sont dans ce cas ou peut-être qui vont être dans ce cas, afin d'avoir des éléments d'information et de ne pas être pris au dépourvu, voilà, de ne pas être ignorant, parce que quand on ignore une chose, on a forcément plus de crainte sur celle-ci. Donc au moins vous savez comment ça se passe réellement. Donc pour moi en fait tout débute en 2022. La première affaire c'est 2022, donc pour ma part. La suite de tweets, donc sur Twitter à l'époque j'avais un compte un peu suivi, donc on va dire une audience un peu plus large. Et j'avais publié, si vous voulez, des tweets, donc un tweet sur la communauté LGBT où je la qualifiais de crasse progressiste, et d'autres tweets qui étaient en fait une réponse à une question qu'on m'avait posée sur le jugement légal en islam sur les homosexuels. Donc j'avais juste cité en fait ce que disaient les sources de l'islam à ce sujet. Et donc bon, j'avais fait ces tweets et ils avaient eu un certain retentissement puisqu'ils avaient été partagés par des comptes LGBT et d'extrême droite. Donc j'avais pendant quelques jours eu beaucoup d'interactions, donc j'avais même dû ne plus être sur réseau social tellement c'était insupportable. Et bref, pas plus que ça, jusqu'à 6-8 mois plus tard où une brigade de gendarmerie vient à mon domicile sonner. Et donc je vais ouvrir et il me remet donc une convocation pour une audition placée sous la garde à vue. Donc très étonné, donc je leur demande la raison et il me dit c'est pour des tweets que vous avez écrits, donc stupéfaction supplémentaire. Je me rends compte que pour des tweets, vous pouvez effectivement vous retrouver au commissariat, donc c'est sûr qu'en est derrière nos écrans, on n'a souvent pas conscience de ces potentielles conséquences. Et donc vient le jour de l'audition, je suis accompagné d'un avocat inutile, je tiens à le préciser. Pour ma part, c'était un avocat qui était vraiment de piètre qualité. Bon, je me suis fait accompagner par lui, de par une connaissance. Donc l'audition se passe. Au premier temps, c'est beaucoup de questions sur votre personnalité, votre pratique à la religion, votre rapport à la religion, etc. Et ensuite vient les questions sur les propos reprochés. Donc j'ai même eu le droit à la question Tariq Ramadan, est-ce que pour vous les lois de la République sont au-dessus des lois divines? Donc pour vous dire les mots.
L'officier en soi était très correct, enfin, entre guillemets, très correct. Et il était pour le coup vraiment intéressé par le sujet qu'il traitait. Mais voilà, j'avertis ceux qui ne sont pas habitués, ne soyez pas naïfs et ne pensez pas qu'ils sont là pour votre bien, etc. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est vous enfoncer. Donc, je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc, après l'audition, je vais en cellule en attendant la décision du procureur. Mi-après-midi, au milieu de l'après-midi, j'ai l'officier qui revient pour m'annoncer que je suis déféré au parquet. Donc ça veut dire qu'en fait on vous transporte au tribunal, car le procureur voulait me parler en personne. Et donc c'est là où je vous disais de faire attention, parce que pendant le transport, je me suis dit, bon, je ne suis plus en audition, donc je peux parler de manière un peu plus libre, entre guillemets. Et lui, et en plus l'officier ne cessait de me poser des questions sur l'islam, etc. Donc naïvement, je me suis un peu senti un peu plus à l'aise, mais encore une fois, c'est une chose à ne pas faire, puisqu'une fois arrivé sur place, il s'est empressé d'aller dans le bureau du procureur pour lui répéter ce que je lui avais dit et en fait confirmer affirmer que j'étais bien celui qui pensait que je suis. Donc voilà, donc le procureur me fait dans son bureau la moraline pendant une dizaine de minutes en me disant que lui il aimerait qu'il y ait plus d'homosexuels en France, etc. Donc bon, je ne comprends pas trop la discussion. Et il me fait part de ses demandes qu'il va faire au juge des libertés, puisqu'ils vont me placer sous contrôle judiciaire. Et il a demandé donc, que je sois interdit des réseaux sociaux. Donc impossible pour moi d'être sur un réseau social. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de faire un suivi psychologique, puisqu'il m'a dit votre manière de penser n'est pas normale en 2025 d'être contre l'homosexualité, la communauté LGBT, etc. Et tout. Et donc, on attend par la suite la décision du juge de liberté. Et c'est pas une caméra cachée, rien. Enfin, je pensais que c'était peut-être une caméra cachée, mais quand je rentre dans le bureau du juge de liberté, il s'avère qu'il était lui-même issu de la communauté LGBT. Donc voilà, ironie du sort, si je puis dire. Et donc le juge de liberté décide que l'interdiction des réseaux sociaux est une entrave à la liberté d'expression. LOL, j'ai envie de dire. Euh, Puisque les propos que j'avais tenus étaient d'un ridicule pour les moyens qui étaient employés. Et donc voilà, l'interdiction des réseaux sociaux n'est pas passée. Par contre, ils m'ont obligé à suivre, à aller voir un psychologue et suivre une sorte de thérapie, quoi, jusqu'au procès, parce que ma manière de penser n'était pas normale. Et donc vient le jour du jugement au tribunal. Bon, j'ai affaire à moi à des juges assez hostiles, bien évidemment, un procureur aussi très hostile. Et au final, après délibération, je suis condamné à 4 mois de prison avec sursis et 1500 € d'amende. Donc pour vous dire, et sachant que c'était la première fois que je me retrouvais devant un tribunal, euh, donc 4 mois de sursis. Par la suite, j'ai commencé un peu à vous familiariser avec le milieu judiciaire, donc vous commencez à engranger des informations. Et je me suis aperçu que certains délits qui pouvaient relever même de la drogue ou des violences faites aux personnes, etc., qui ont à peu près les mêmes condamnations. Donc, sachant que le juge va requalifier, parce qu'à la base c'était une provocation à la haine raciale, à la haine envers une communauté en raison de son orientation sexuelle, et le juge va requalifier ça en injure publique, car ils ont retenu en fait que mes deux mots où je qualifiais la communauté LGBT de crasse progressiste. Donc voilà, pour avoir dit crasse progressiste envers la communauté LGBT, une condamnation aussi lourde. Donc voilà, cette affaire se termine là. Mon avocat de l'époque me dit non, ça sert à rien de faire appel, ça va être pire en appel. Donc après, oui, avec le recul, je me dis mais quel idiotie de ne pas avoir fait appel, voyant la sévérité de la condamnation. Et donc par la suite, pas trop de nouvelles. Bon, bien sûr, à partir de ce moment-là, vous êtes fiché S quand vous avez affaire à ce genre d'affaires. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir s'ils le sont ou pas, c'est assez simple. Il suffit de quitter l'Union Européenne en voyage et à la frontière, à la douane,
vous savez immédiatement, si vous restez plus longtemps que la norme, c'est que vous êtes probablement fiché S. D'ailleurs, vous restez 5, 10, 15 minutes, et d'ailleurs, ils vous sortent à chaque fois une justification rocambolesque pour légitimer l'attente que vous avez eue. Donc l'idéal, c'est quand vous savez que vous l'êtes, pour les voyages d'après, vous l'annoncez immédiatement afin de ne pas perdre du temps et que ça aille plus vite. Et donc c'est ce que je faisais par la suite, dès lors que je quittais l'Union Européenne. Je prévenais de suite l'officier de la douane que j'étais fiché S, et ça allait beaucoup plus vite, et eux-mêmes le confirmaient d'ailleurs. Et donc, plus grand chose, donc 2022, 2023 le premier procès, septembre 2023 je reçois une convocation à mon domicile des services de renseignement qui voulaient faire un entretien avec moi. Donc pareil, ils vous laissent, là pour le coup ils sont venus carrément à mon domicile puisque c'était juste une lettre simple, enfin c'était une feuille A4, il y avait pas de, c'était pas une enveloppe timbrée, c'était une feuille A4, donc ça veut dire qu'ils sont venus devant mon domicile et déposer eux-mêmes en personne la convocation, avec un numéro bidon bien évidemment. Et donc j'avais rendez-vous au commissariat de ma ville, je m'y rends. Pareil pour ceux qui n'ont pas, qui peuvent potentiellement vivre ce genre de choses, au moins vous l'avez pour des éléments d'information. Ils ont de suite saisi mon téléphone pour des prétextes de Vigipirate. Enfin, c'est des prétextes bidons en fait. C'est juste pour vous aspirer pendant l'entretien. Pendant que vous faites l'entretien, eux, leur équipe derrière aspire les données de votre téléphone et potentiellement place un logiciel espion dedans pour vraiment avoir le contrôle total et voir exactement tout ce que vous pouvez dire et faire sur votre téléphone. Donc voilà, c'est un entretien de 2 heures où ils vous posent tout un tas de séries de questions pour essayer de vous cerner, même s'ils savent déjà à peu près qui vous êtes. Et puis bref, je suis reparti après l'entretien. Et bien évidemment, je me suis séparé de ce téléphone puisque je ne suis pas idiot et je me doutais de ce genre de procédé de leur part. Et donc par la suite, pas grand chose. Enfin, survient ce qui se passe le 7 octobre et, tout le flot continu d'informations à ce sujet. Et le prochain épisode se déroule en mars 2024. Où là, par contre, c'est une perquisition complète avec plusieurs véhicules, brigade antiterroriste, etc., qui vient à mon domicile. Donc moi, pour que vous sachiez, je suis marié, père de plusieurs enfants, dont certains en bas âge. Je suis très bien inséré dans le milieu professionnel. Donc voilà, je ne suis pas un profil qu'ils peuvent peut-être avoir l'habitude d'avoir dans ce genre de service, je ne sais pas. Mais voilà, donc ils ont été plutôt, on va dire, corrects voilà, ça se voyait que c'était une perquisition pour la forme, à part prendre des photos des livres que j'avais chez moi. Ils n'ont pas fait grand-chose dans la perquisition. Mais je savais dès le départ que c'était un moyen d'intimidation. Quand la chef de la brigade m'a notifié ma garde à vue et les motifs, mon épouse était très interloquée, puisque quand on vous dit apologie du terrorisme, de suite, vous savez, c'est des mots qui font peur, et vous dites, oula, qu'est-ce que j'ai pu dire qui rentre dans ce cadre-là. Et donc, mais vu que j'avais déjà eu la première affaire, vous savez, quand vous êtes déjà, on va dire, poursuivi pour des faits de délit d'opinion, en quelque sorte, je faisais plus attention à ce que je disais. Donc ça me surprenait beaucoup que j'ai encore des soucis, sachant que je faisais plus attention à ce que je pouvais dire pour justement ne pas tomber à nouveau dans ce genre de problème. Et donc j'ai immédiatement dit à mon épouse que c'était uniquement pour me casser la tête et m'intimider. Donc je leur ai dit ça devant eux, j'étais persuadé. Et donc par la suite, ils saisissent mes affaires personnelles, téléphone, ordinateur. Et on part à leur brigade. Sur la route, d'ailleurs, un petit détail, lorsqu'on arrive dans la ville de leur brigade, ils ont mis la sirène et une voiture les gênait pour passer. Et c'était une survolée qui était au volant. Et quand on est passé à côté, qu'on a vu que c'était une survolée, l'agent à côté de moi a dit tout simplement, tout banalement, je comprends pourquoi nous bloquer celle-là, elle est encore au Moyen-Âge. Donc ça donnait déjà le ton de type de brigade dans laquelle j'allais. Et donc j'arrive, ils me mettent en cellule, j'attends l'audition, mon avocat est en retard, toujours le même incompétent.
qui vient. Donc une fois qu'il arrive, on fait la première audition. C'est là aussi que j'ai pu vraiment apercevoir du niveau de compétence ridicule de ce genre de service, parce que pour des gens qui font ça, on va dire presque tous les jours, quotidiennement, euh, devoir me citer des fiches Wikipédia pour me parler de certains sujets, ou me poser des questions, je l'avais déjà dit sur mon réseau social, mais la chef de service a osé me dire elle est où cette école Hanbali, qui est le directeur, qui sont les professeurs, donnez-nous l'adresse. Et j'ai presque cru qu'elle était en train de blaguer, que c'était sous le ton ironique. Mais non, non, elle était vraiment sérieuse dans ces questions, donc c'est pour vous dire le niveau catastrophique. D'ailleurs, ce n'était pas, elle était dans le bureau dans lequel on m'interrogeait, mais ce n'était pas elle qui m'interrogeait. Et ils ne se gênent surtout pas pour vous montrer tout le mépris qu'ils ont envers vous et votre idéologie. D'ailleurs, au passage, ma femme sera interrogée l'après-midi et elle se permettra de faire une remarque plus que déplacée envers mon épouse en lui demandant pourquoi elle était voilée, qu'elle serait tellement mieux sans voile, et faire carrément du prosélytisme anti-religieux envers ma femme. Donc pour vous dire qu'ils n'ont pas vraiment, ils ont pas vraiment de scrupules et de limites, ce genre de personnes. Et donc, donc là, je fais la première audition, je retourne en cellule, et là, j'attends jusqu'au lendemain matin, donc ma garde à vue est prolongée. Lendemain matin, je fais une deuxième audition, et là, l'officier m'annonce que voilà, le procureur a décidé bon, que vous deviez partir, mais en attendant le traitement des informations de votre téléphone et de votre ordinateur portable, on va se garder le temps restant du prolongement de la deuxième garde à vue, du deuxième jour de garde à vue, pardon, pour potentiellement refaire une troisième audition sur les informations qu'on va trouver dans vos appareils. Mais si il n'y a rien de spécial, on vous dira que voilà, venez récupérer vos affaires et l'histoire est terminée et ce sera classé sans suite. Donc moi, je repars chez moi du coup, tranquillement après cette garde à vue de presque 34 heures, 35 heures, quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous annoncer le plus important de cette affaire, c'est de de vous dire les propos qui m'étaient reprochés. Parce que c'est tellement d'un ridicule que, en fait, vous savez, quand il vous arrive ça, vous avez toujours cette crainte de vous dire qu'est-ce que j'ai pu dire, Et lorsque l'officier m'a énoncé les propos qui m'étaient reprochés, j'étais vraiment dans un ascenseur émotionnel où j'étais partagé entre le soulagement, où je me suis dit, bon, en fait, c'est rien du tout, quoi. Il y a rien dans le dossier. Mais à la fois de colère, puisque vous dites, en fait, ils vous font subir tout ça pour ça. Et là, vous avez une colère en vous. Vous ne pouvez que leur en vouloir, en fait, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, je vais vous afficher à l'écran les tweets qui m'étaient reprochés, et vous verrez par vous-même le ridicule. Vous pouvez que vous dire, mais attendez, d'ailleurs, j'ai fait l'expérience avec des gens, mon entourage non musulman, famille ou non famille, et même l'avocat, piètre avocat que j'avais, qui n'est pas du tout on va dire, amical envers les migrations, l'islam, etc. Même lui, à la sortie de la garde à vue, était surpris de tout ce déploiement pour ça. Pour vous dire, et même des gens, voilà, des non-musulmans à qui j'ai pu en parler, ils étaient vraiment très étonnés qu'on puisse me faire tout ça pour ça. Donc vous allez voir à l'écran. D'ailleurs, même si parmi vous il y a des non-musulmans qui vont écouter et qui sont peut-être même plutôt hostiles envers l'islam et les musulmans, transposez juste mon cas avec des cas similaires aux vôtres, et imaginez qu'on vous fasse subir ça pour des propos aussi dérisoires et ridicules que ça. Ça en devient très, très préoccupant pour ce pays qui prétend toujours être le chantre de la liberté d'expression, de la laïcité, de la liberté en général, des droits de l'homme, etc. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est soit vous assumez que vous avez basculé et que ces principes-là, on va dire, on les met sous le tapis et on les rejette en quelque sorte, ou alors il va falloir être cohérent et pratiquer réellement ce que vous prétendez. Donc bref, donc moi 15 jours plus tard, j'avais déjà un voyage de prévu à l'étranger. J'arrive comme d'habitude au poste frontière en annonçant que je suis fiché S. Et là, j'ai comment ça s'appelle, j'ai l'officier qui passe mon passeport et qui me dit non, vous n'êtes pas fiché S, monsieur.
Mais j'ai dit non, c'est pas possible, il y a une erreur. Et il repasse le passeport et il me dit non, monsieur, vous n'êtes pas fiché S. Et donc je lui dis il y a 15 jours à peine, ses collègues étaient à mon domicile et j'ai subi une garde à vue, une perquisition de garde à vue, donc c'est pas possible. Et du coup, il m'a carrément fait rentrer dans sa cabine, passer mon passeport pour montrer qu'effectivement il n'y avait aucune fiche. Donc je me suis dit, c'est un bon signe. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, une fiche S c'est 2 ans renouvelable. Et vu qu'ils étaient venus en 2022, ça je m'en étais déjà aperçu et fait le rapprochement. Je me suis dit, c'est possible que, vu que c'était la fin de la fiche, ils voulaient potentiellement trouver un prétexte ou quelque chose pour la prolonger. En plus, c'était l'époque des JO, il allait avoir les Jeux Olympiques, donc ils étaient très, très à cheval sur les visites domiciliaires, les perquisitions, etc. Et donc je me suis dit, ils veulent trouver un prétexte pour prolonger la fiche, mais ils l'ont pas trouvé, donc finalement, ben, ils ont dû cesser la fiche. Et donc ça c'était en mai 2024, j'ai la date, donc je vais en vacances, etc. Je reviens, donc j'attends 2 semaines, toujours pas de nouvelles de leur part, ils m'avaient dit qu'ils devaient me contacter, donc ça faisait plus d'1 mois que j'avais pas de nouvelles. Donc je décide de les contacter moi-même pour leur savoir du coup quelles sont les suites. Et donc on m'envoie un peu balader le jour où j'appelle. Et le lendemain, on me rappelle pour me dire, voilà, bon finalement, on va devoir faire une dernière audition, sous la garde à vue, bien sûr. Donc là, encore un moment un peu pénible, un peu pénible. Donc pareil, vous vous dites qu'est-ce qu'ils ont pu trouver dans mes appareils qui nécessiteraient encore de faire une audition. Donc là, je rebelote, je retourne encore en audition avec mon avocat. Celle-ci, je pense, ça a été la plus longue. Ça a dû être peut-être 3 heures, 3 heures et demie d'audition. Où vraiment, mais des questions d'un ridicule, mais sans nom, quoi. C'est-à-dire que, alors, c'était que des imputations de responsabilité. C'est-à-dire que, ah, vous suivez telle personne, donc en fait, vous assumez tous les propos qu'il ou elle a pu dire. Et bien sûr, c'est que des références religieuses. Donc, vous avez écouté un dars sur le sujet relation homme-femme, par exemple. Ah ben oui, mais le, l'imam, lui, c'est quelqu'un de sulfureux. D'ailleurs, en fait, tous les noms qu'il me citait, c'était accompagné de islamistes, fondamentalistes, radicalistes, tout ça pour... au final, il savait absolument pas de quoi il parle, mais tout ça pour rajouter un peu de gravité aux propos. Et donc, c'est pourquoi vous suivez telle personne, pourquoi vous avez écouté tel contenu, il m'a même posé la question, me reprocher pourquoi vous avez écouté un sketch de Dieudonné. Pour vous dire à quel point ça va. À tel point qu'au bout d'un moment, je leur ai dit, monsieur l'officier, je pense que là, il va falloir me donner une liste, ou demander au procureur de me faire une liste de ce que j'ai le droit de lire, d'écouter, etc. Et ce que j'ai pas le droit. Parce que là, visiblement, j'ai pas le droit de grand chose, apparemment, puisque ça veut dire de me reprocher tout ce que je peux écouter, lire, etc. Donc pour vous dire le niveau d'atteinte aux libertés. Bref, l'audition se termine au bout de 3 heures, 3 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc je retourne en cellule en attendant la décision du procureur. Là, je m'endors, alhamdoulilah, je me suis endormi et je me suis réveillé au moment où ils sont venus me dire, donc j'ai dormi presque 4 heures, quelque chose comme ça. Et ils sont venus donc me rechercher pour me dire, voilà, on va finaliser la paperasse et vous allez être convoqué pour vous présenter au tribunal. Donc rendez-vous au tribunal, donc j'avais un autre rendez-vous au tribunal en mars 2025. Donc entre-temps, je fais quelques voyages hors Union Européenne, donc je m'aperçois que j'ai toujours pas de fiche, fait qu'ils m'ont retiré la fiche, donc je me dis bon, c'est toujours bon signe. Et arrivé février, je devais partir en Tunisie. Je suis parti en Tunisie. Et donc arrivé à l'aéroport, au poste frontière, donc je passe mon passeport comme d'habitude. Et là, je vois que rebelote, ça refait le même cinéma que précédemment, que les années précédentes. Et du coup, je lui dis directement, ils ont remis une fiche S. Et là, il me dit, apparemment, oui, ils ont remis quelque chose. Donc là, en fait, pour que vous sachiez, le douanier, lui, il lit. En fait, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il lit ce qui est écrit sur votre fiche. Et après, il transmet les informations au service de renseignement. Et donc voilà, j'apprends que je suis de nouveau sous fiche S. Donc je pense que la raison, c'est même quasi une certitude. C'est depuis le lancement de la maison d'édition Dar al-Hanabila.
depuis le début d'année 2025. Donc je pense que ça a été un prétexte pour eux de remettre une fiche en disant voilà, maintenant il a une maison d'édition, donc on peut légitimer une surveillance sur sa personne. Et donc voilà, je pars en voyage en Tunisie, je reviens, et donc là le procès arrive. Et là par contre, bien sûr, entre-temps j'ai changé d'avocat, et d'ailleurs, pour tous les frères et sœurs qui pourraient être dans ce genre de problème ou qui plus tard, mais bon, j'espère pas pour vous, mais Bidnillah, mais si ça devait vous arriver, je me suis tourné vers le frère Rafik Shekat, euh, qui est vraiment un avocat, je peux dire que du bien de lui. C'est vraiment un avocat investi qui tient enfin, à qui ça tient à cœur en fait ce genre d'affaires et qui prend vraiment au sérieux votre affaire et qui développe vraiment de l'argumentation et vous êtes content de l'avoir à vos côtés vraiment. Donc pour tous ceux qui chercheraient un avocat, je vous encourage vraiment à vous diriger vers lui. Et donc c'est avec lui que je me dirige à ce procès en mars 2025. Et là, stupéfaction, c'est l'opposé de mon premier procès sur la communauté LGBT, où là j'ai des juges vraiment très tranquilles qui me posent pas plus de questions que ça, des questions basiques, pourquoi vous avez tenu tel propos, mais qui relancent pas, que ça va très vite, enfin ça va assez vite. Et même le procureur, qui normalement, pour que ceux qui ne savent pas, le rôle du procureur dans un jugement, c'est toujours d'enfoncer, de dramatiser et d'accentuer les peines. Vous voyez. Et donc là, étonnement même de mon avocat, c'est que au final, le procureur a plus joué le rôle de deuxième avocat de ma personne qu'autre chose. C'est-à-dire que même lui était étonné de devoir juger en fait un cas comme le mien avec les propos qui m'étaient reprochés, quoi. C'était vraiment un deuxième avocat. D'ailleurs lui-même, le procureur, lors du délibéré, est venu nous serrer la main en nous disant c'est une décision logique. Pardon, il nous a dit, vous voyez ici, il nous a serré la main, il nous a dit, vous voyez ici, on fait du droit, on fait pas de la politique. Et donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Bon, il a quand même fait une réquisition pour la forme, mais de condamnation, mais bon, c'était plus pour la forme. Et donc on attend la délibération, et lorsque la délibération arrive, le juge me dit vous êtes relaxé. Voilà, donc en gros, tout ce qu'on vous a fait subir pour cette affaire-là, vous êtes relaxé. Et là, le procureur, donc, qui était comme mon deuxième avocat, dit c'est une décision logique, etc. Donc je ressors du tribunal très soulagé en me disant c'est bon, c'est terminé, cette affaire est terminée, j'espère ne plus en avoir, Inch'Allah. Mais voilà, je ressors soulagé. Et moi et Maître Shekat, on s'est dit, bon, il n'y a pas de raison qu'il y ait un appel, puisque même le procureur lui-même était satisfait de la décision. Et bingo, 3 semaines plus tard, Rafik qui m'appelle pour me dire, bon, mauvaise nouvelle, ils ont fait appel. Le procureur général, le parquet général, pardon, a fait appel de la décision. Et encore, fait surprenant, c'est que dans ma ville, vous avez généralement une date pour un procès en appel au bout d'un an. Donc ça veut dire que vu que j'ai été jugé en mars 2025, dans ce qui se fait de manière normale, en temps normal dans ma ville, c'est que j'aurais dû avoir une date aux alentours de janvier-mars 2026. C'est les dates à peu près normales, c'est la norme qui se fait. Il y a un délai toujours de 10 mois à 12 mois. Et là, bingo, j'ai une date, ils ont été très, très gentils avec moi, j'ai une date au bout de 2 mois et demi. Donc encore fait surprenant, surtout pour une affaire aussi ridicule. Donc au bout de 2 mois et demi, j'ai déjà l'appel qui doit avoir lieu. Et donc j'y retourne avec le frère Rafik Shekat. Et là par contre, deux salles, deux ambiances. Là, j'ai affaire clairement à des juges hostiles à ma personne. D'ailleurs, il débute, si vous voulez, le procès commence et la juge, pendant au moins 5-10 minutes, ne cesse de me poser des questions très personnelles. Du type, oui, vous êtes converti à l'islam, c'est ça, depuis un certain nombre d'années. Oui, tout à fait. Et vos parents, ils sont convertis ou non? Non, non. Et pourquoi vous avez mis votre fils dans telle école? Et pourquoi et vous voyez, et plein de questions personnelles qui n'avaient absolument rien à voir avec les faits qui m'étaient reprochés. Et ça a même exaspéré mon avocat qui a interrompu la présidente du tribunal parce que c'était d'un ridicule.
Et donc voilà, après elle a voulu aborder les faits dans leur globalité, alors que je l'ai de suite reprise en disant non, non, moi je préfère faire propos par propos. Et donc voilà, le procès se passe, le procureur... En fait, ce qui est le plus sidérant, c'est que vous avez en face de vous ce qui est censé être l'élite de, intellectuelle, l'élite intellectuelle de la France, des magistrats, des procureurs qui ont fait un nombre d'études très important. Et en fait, quand ils se retrouvent à vouloir, dans un agenda politique, à vouloir défendre l'indéfendable, vous avez l'impression d'avoir affaire à des débiles. Mais vraiment, c'est triste à dire, mais de par la fausseté en fait de leur combat, etc., ils en deviennent à devenir débiles. Juste, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Un des propos donc, que j'avais tenu et que je vous ai affiché, c'était le fait de dire que lorsqu'on écoutait les médias mainstream, on avait l'impression d'être dans un département d'Israël. Et là, l'interprétation du procureur en disant ne vous détrompez pas, ou détrompez-vous, pardon. Ce qu'a voulu dire monsieur, c'est qu'en fait, les médias sont tenus par des juifs, et donc à travers son propos, il visait les juifs qui pour lui sont ceux qui détiennent tous les médias, etc. Et donc ce n'était absolument pas une critique envers l'orientation politique, etc., etc. C'était les juifs qui étaient visés. Et là, vous vous dites, waouh, comment on peut arriver de mon propos de base à cette surinterprétation? Et en fait, ça devient tellement ridicule que ça devient risible, mais à souhait. Et donc, bon, bref, le tribunal, le jugement se poursuit. La réquisition, cette fois-ci, est de mettre une amende. Donc, le procureur demande à ce que j'ai une amende assez élevée. Et voilà, donc délibéré 2 mois plus tard, donc début septembre, vu que c'était en début juillet. Et délibéré, alhamdoulilah, confirmation de relax. Donc tout ça au final pour ça. D'ailleurs, ouais, je dis ça, tout ça pour ça, mais c'est d'ailleurs un des propos que la présidente du jugement m'a dit en appel, où elle m'a dit mais pourquoi vous faites ça, monsieur? J'ai dit elle m'a dit pourquoi vous faites ça, vous avez une bonne situation professionnelle, vous avez une femme, des enfants, à quoi ça vous sert en fait de faire tout ce que vous faites pour votre religion en fait? Que de temps perdu, que de temps perdu. Et pour vous rendre compte, hein, vous imaginez un juge qui est censé être impartial et qui est censé là pour juger des faits, qui se permet de donner des jugements de valeur sur votre engagement religieux, c'est quand même incroyable. Et donc voilà, donc au final, il s'avère que j'étais totalement relaxé pour cette seconde affaire. Et voilà, jusqu'à de nouvelles aventures, puisque nous ne sommes pas à l'abri que ces persécutions se poursuivent. Et on demande à Allah de nous préserver de leur malfaisance. Mais voilà, ça me tenait à cœur de témoigner pour briser un peu le silence, parce que vous savez, vous avez souvent tendance à vous sentir un peu seul, entre guillemets, à pas vouloir peut-être empirer les choses, et vous restez seul dans votre coin, et personne vraiment ne dénonce en fait ce qui est en train de se passer, qui est assez grave. C'est la persécution judiciaire, administrative, financière des musulmans un tant soit peu engagés pour leur religion. Et moi, mon cas, alhamdoulilah, il est encore minime par rapport à d'autres frères et sœurs qui ont subi des choses bien plus graves pour leur engagement religieux ou politique même. Et voilà. J'espère qu'en tout cas, j'aurais pas été trop long et trop barbant, que ça peut apporter du bien et des choses bénéfiques pour vous. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.